Le Carrefour de l'info, merci d'être avec nous sur CNews. Et à la une de l'actualité, cette série de mesures concrètes annoncées par Jean Castex ce midi à Nice. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Voici ces mots forts. Le Premier ministre qui a notamment évoqué le renforcement de la police municipale de la ville. On y revient très largement dans cette édition avec nos invités. William Tay, président du think tank Le Millénaire, Élodie Huchard du service politique de CNews et Patrick Lefebvre, secrétaire général FO Police municipale. Les habitants du quartier sensible des Moulins où a lieu une fusillade lundi à Nice ont accueilli avec beaucoup d'espoir les annonces du Premier ministre, des habitants qui ne supportent plus les violences qui touchent ce quartier. Et puis dans l'actualité également, la reprise de l'épidémie de Covid-19. 16 pays ont été classés en zone rouge par la France. Des tests des dépistages sont mis en place dans les aéroports pour les voyageurs en provenance de ces pays concernés. On sera à Paris-Charles de Gaulle avec Laura Cambeau dans cette édition pour faire le point. Plusieurs annonces concrètes, donc annoncées ce midi à Nice par Jean Castex concernant la sécurité au niveau local et national. Donc le message est clair, tolérance zéro face à l'insécurité. Accompagné des ministres de la Justice et de l'Intérieur, la prise de parole du Premier ministre était très attendue. Sybille Delettre. C'est un message de fermeté que Jean Castex a martelé à Nice. La seule loi qui vaille, c'est celle de la loi républicaine et de l'état de droit. La sécurité est l'affaire de tous. Police et justice vont devoir travailler main dans la main. Dès la fin de l'année 2020, 150 emplois supplémentaires seront créés pour renforcer l'action pénale de proximité. La forfaitisation des délits de stupéfiants sera généralisée à la rentrée pour lutter contre les points de revente qui gangrènent les quartiers. Autre objectif, rendre la police plus visible. 10 000 postes seront créés d'ici 5 ans. Une promesse faite par Emmanuel Macron pendant sa campagne, réaffirmée par le Premier ministre à Nice. Jean Castex a donc fait des annonces à portée nationale, mais il a aussi pris des mesures spécifiques à la ville. Avec l'affectation de 60 policiers qui seront déployés ici dans les semaines à venir. Des fonctionnaires qui auront droit à une indemnité de fidélisation s'ils restent plus de 2 ans en poste. Car la ville de Nice va servir de laboratoire. Nous allons rapidement engager une expérimentation sur l'extension des compétences de la police municipale. Une annonce saluée par le maire de la ville, Christian Estrosi. Il a annoncé le recrutement prochain de 80 policiers municipaux supplémentaires d'ici la fin de l'année. Et on va revenir sur ces informations avec nos invités. William Tay, cette série de mesures essentiellement locales mais aussi nationales, elles étaient très attendues par Jean Castex, le gouvernement qui montre qu'il a pris ce dossier de la sécurité très à cœur. C'est quasiment les premières annonces du gouvernement. On le voit qu'il y a une grande séquence menée par Gérald Darmanin, Castex et Marlène Schiappa pour montrer la volonté de changement du gouvernement par rapport au précédent du gouvernement mené par Édouard Philippe. Pour moi, l'idée qu'ils ont, en idée de politique générale, c'est de passer en gros d'annexer. Ils ont annexé la droite jupéiste entre 2017 et 2020. Et l'idée maintenant, c'est d'annexer la droite Sarkozy. Alors comment ils font ? On voit que Gérald Darmanin, notamment dans la tonalité, s'inspire beaucoup de Nicolas Sarkozy dans ses discours et dans ses prises de parole. C'est une interview pour le Figaro où il parle d'ensauvagement de Sarkozy. Ce qu'a fait Nicolas Sarkozy entre 2002 et 2007. Et maintenant, sur les annonces concrètes, je pense qu'elles vont plutôt dans le bon sens avec 2 éléments clés. La généralisation de la forfaitisation des délits, qui peut être pratique notamment pour les policiers pour contraventionner immédiatement les délinquants. Et le deuxième point, c'est l'extension des compétences de la police municipale. Parce que l'idée de la police de proximité, je pense qu'il faut la donner à la police municipale. On ne pourra pas avoir la police nationale qui effectue 2 rôles, un rôle national et un rôle plutôt local. Et celui qui doit jouer le rôle de la police de proximité, c'est plutôt la police municipale. Alors avant de revenir en détail sur ces annonces du Premier ministre, Élodie Huchard, cette montée en puissance du discours sécurité du gouvernement, on l'a senti venir dans les semaines précédentes. Oui, parce que depuis qu'il est nommé, le Premier ministre le dit, il veut remettre de l'ordre. Alors effectivement, typiquement, ce genre de déplacement lui permet de parler de nouveau d'ordre et puis surtout d'annoncer certaines mesures. Il l'a dit, la sécurité est l'affaire de tous. Il a donc eu des mots très fermes parce qu'en fait, dans son nouveau chemin voulu par Emmanuel Macron, il y a 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a notamment le patriotisme républicain avec en son sein l'importance de la police, de la justice. Le Premier ministre l'avait dit très clairement, il veut être intraitable avec les actes de violence. Alors il a été notamment
très clair dans les mots face à une habitante qui l'a interpellée, qui lui disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait que ça change et même qu'elle voulait changer de quartier. Le Premier ministre lui a répondu « Je suis là pour ça, pour que ça change et ce n'est pas à vous qu'on demande de partir. On n'accepte pas l'inacceptable », a-t-il rajouté. Et il a évoqué une minorité qui veut faire régner sa loi alors qu'il n'existe qu'une seule loi, celle de la République. Le Premier ministre l'a promis, il veut incarner l'ordre, il veut agir. Alors pour le moment, il a eu beaucoup de messages de fermeté, quelques annonces, on l'a dit, et puis surtout, il a renvoyé ses dossiers à ses ministres qui l'accompagnaient, Gérald Darmanin pour l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti pour la Justice. Gérald Darmanin, d'ailleurs, effectivement, qui ce matin dans le Figaro parlait d'ensauvagement d'une partie de la société. L'État veut reprendre la main aussi parce que la sécurité, c'est un enjeu électoral. 2022 n'est pas si loin et le gouvernement le sait bien. C'est un thème cher à la droite, à l'extrême droite. Et donc, si le gouvernement n'occupe pas cet espace, inévitablement, il va être dépassé par sa droite. Pour le moment, donc, on voit dans les mots, il y a beaucoup de fermeté, mais il faut quand même le rappeler, ce gouvernement, il a moins de 600 jours pour agir et pour remettre de l'ordre. Ça semble effectivement un délai assez court. Alors, on va revenir sur ces mesures. Maintenant, nous sommes avec Patrick Lefebvre, secrétaire général FO Police municipale. Bonjour, merci d'être avec nous. Revenons tout de suite sur cette mesure annoncée par Jean Castex, ce renforcement de la police municipale de Nice avec 60 nouveaux postes. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de cette annonce ? Oui, bonjour. Alors, satisfait de cette annonce, si le maire de Nice veut recruter 60 policiers municipaux, c'est un problème local. C'est qu'il estime qu'il en a d'une part les moyens et que c'est nécessaire. Concernant les annonces... Oui, vous m'entendez toujours ? Oui, je vous entends. Oui, parce que moi j'ai perdu l'image, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Oui, c'est donc une décision locale. Nous, on est le premier syndicat de policiers municipaux au niveau national. Je vois pas trop en quoi mettre 60 policiers municipaux en plus à Nice nous intéresse directement. Pour vous, ce n'est pas à la police municipale d'agir directement sur ces problèmes ? Alors, les policiers municipaux sont à même d'agir sur ce genre de problème. Maintenant, dans les conditions actuelles, notamment les conditions statutaires et les conditions sociales de la profession, on a déjà dit à plusieurs reprises à tous les gouvernements successifs que nous considérions que pour l'instant, il était hors de question de parler de compétences supplémentaires ou de prérogatives supplémentaires tant qu'on n'aura pas obtenu des négociations sur le volet social et le statut des policiers municipaux. Nous, ce qu'on veut, c'est tendre vers une équité avec nos homologues nationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait légitime qu'on revendique que des policiers municipaux qui accomplissent aujourd'hui sur la voie publique les mêmes missions que les policiers nationaux, je dirais, aient les mêmes garanties salariales et surtout garanties de pension de retraite. Pour vous, ils ne sont pas égaux sur ce plan-là ? On est très loin du compte, madame. Aujourd'hui, en moyenne, moi j'ai énormément de collègues policiers municipaux qui partent en retraite après 40 ans de bons et loyaux services, comme on leur dit, et qui partent avec entre 1000 et 1300 euros de retraite, ce qui est environ, je dirais, déjà c'est inadmissible d'avoir une pension si basse quand on a exercé ce genre de mission pendant aussi longtemps, avec les difficultés et les risques qu'on connaît dans la profession. Et c'est surtout, par exemple, par rapport à un gardien de la paix, c'est entre 5 et 600 euros de moins par mois, puisque aujourd'hui, les policiers municipaux n'ont pas obtenu l'intégration de leurs primes dans le calcul de leur pension de retraite. Merci beaucoup Patrick Lefebvre d'avoir répondu à nos questions. Des réactions maintenant sur les réseaux sociaux, sur Twitter de la part du monde politique après ces annonces de Jean Castex. Vous le voyez, Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, très satisfait. Il se réjouit des annonces de Jean Castex avec, il cite plusieurs mesures, dont cette amende forfaitaire pour délit de stupéfiants à 200 €. On en parlera ensuite avec William Tay. Autre réaction, Marine Le Pen, donc la présidente du Rassemblement national,
national également sur Twitter, les armes et les crimes se multiplient. Monsieur Castex annonce la généralisation d'une amende pour les infractions liées à la drogue. C'est incroyable cette déconnexion. Marine Le Pen donc, qui pointe effectivement de nouveau cette amende de 200 €. William Tay, pour revenir sur cette amende forfaitaire, l'application serait, selon Jean Castex, immédiate. Est-ce que cela suffit ? En fait, ça lui permet d'avoir une annonce forte, enfin, plus ou moins forte, immédiatement. Et c'est une des seules mesures, parce qu'elle est réglementaire, qu'il est capable de mettre en œuvre dès aujourd'hui, enfin très rapidement. Elle est déjà en test dans plusieurs zones. Le problème, c'est que sur les autres mesures, notamment sur la question de la réforme de la justice et les autres points, notamment la construction de places de prison supplémentaires, etc., il a besoin de beaucoup plus de temps. Et comme l'a rappelé votre journaliste, ils n'ont que 600 jours pour agir. Je pense qu'en fait, ils ont voulu profiter de cette séquence pour essayer d'agir immédiatement et montrer que l'État se saisissait de ce dossier, notamment en mettant un mix entre annonce locale et annonce nationale. L'idée, pour eux, c'est d'agir très très rapidement et montrer que Castex a pris très rapidement la mesure du job, parce qu'on pouvait se poser des interrogations sur ses capacités, s'il avait le niveau pour faire le job, parce qu'il n'était pas connu. Et puis, son but à lui, c'est de donner aussi une image auprès des Français pour montrer qu'il se saisit du thème, et notamment essayer de compléter Emmanuel Macron, qui n'était pas très marqué sur les questions régaliennes. Cette mesure-là, c'était à peu près la seule qu'il avait dans son arsenal pour pouvoir, entre guillemets, agir immédiatement sur ce problème précis qui était le trafic de drogue. Je pense que pour aller plus loin, il est très attendu, notamment sur la question de la réforme de la justice, la question de l'allongement des peines, elle n'a pas tort, Marine Le Pen, quand elle dit que la plupart des dealers ne paieront jamais l'amende. C'est fort probable qu'ils ne la paieront jamais. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est la construction des nombres de places de prison supplémentaires. Parce qu'il faut faire appliquer les peines et les mettre en prison, surtout très longtemps. Et pour ces deux points-là, il faut souvent attendre minimum 1 an, 2 ans, voire plusieurs années. Il a parlé de 2021 pour la mise en place de certaines des mesures annoncées. Pour les mesures qu'il a annoncées aujourd'hui, mais pour les mesures complémentaires qui sont nécessaires pour lutter efficacement contre le trafic de drogue et les actes de délinquance qu'il appelle les incivilités, il lui faudra beaucoup plus d'années. Normalement, il lui faut 4-5 ans. En fait, c'est les mesures qu'ils auraient dû prendre en 2017, qui prennent désormais aujourd'hui parce qu'ils ont un objectif électoral qui est bien précis. Et le package qui a été proposé aujourd'hui, ça permet de montrer, en plus dans la ville de Nice, qui est menée par Christian Estrosi, de montrer qu'on s'adresse à l'électorat LR, qu'on arrive à apporter des mesures immédiates pour répondre aux préoccupations et qu'ils essaient de faire un package entre action de court terme immédiate et volonté à long terme, avec notamment la loi sur le séparatisme. Donc pour vous, elles sont insuffisantes, ces mesures annoncées aujourd'hui ? En fait, ce sont les seules qui peuvent faire aujourd'hui. Pour mener un projet de loi sur une réforme de la justice, déjà, il faut la préparer, ça prend du temps. Le ministre est nouveau, donc je suppose qu'il n'a pas préparé ça depuis des semaines et des mois. Et ensuite, après, il faut mener une coordination avec notamment la construction éventuellement, Éric Dupond-Moretti est contre, mais la construction de tribunaux supplémentaires, l'affectation de moyens supplémentaires aux tribunaux pour que les jugements soient effectués beaucoup plus rapidement. Ça, c'est sur le plan pénal. Ça prend beaucoup de temps. Et la construction de places de prison, on voit le secteur de l'immobilier, on est en gestion de crise du Covid-19. On ne peut pas créer des prisons comme ça du jour au lendemain, même si on mettait tous les moyens nécessaires. Ça prendra 1 an et demi à créer des prisons supplémentaires. On rappelle Jean Castex qui est en déplacement donc avec Gérald Darmanin, notamment à Nice, puisque Nice a été le théâtre de violences ces dernières semaines, notamment lundi avec une fusillade, la 3e en un mois dans le quartier des Moulins, quartier sensible qui est encore sous le choc donc de cette violence. Après les annonces concrètes formulées par Jean Castex ce midi, certains des habitants se disent soulagés. Stéphanie Rouquier est allée à leur rencontre. La majorité des habitants du quartier des Moulins que j'ai croisés m'ont expliqué que cette visite de 3 ministres est très importante pour eux. Ils se sentent enfin écoutés. Certains ont même pu décrire leurs difficultés auprès des ministres lors de la déambulation. Les annonces de Jean Castex étaient attendues dans ce quartier sensible. Je vous propose justement d'écouter quelques habitants. C'est très très important parce que là on n'en peut plus, donc qui amène des mesures concrètes. Il n'est pas normal de vivre dans une telle insécurité. Moi j'ai emménagé depuis peu, on m'avait dit que je serais tranquille. S'il peut nous aider à nettoyer un peu le quartier, ce serait bien parce que c'est un joli quartier, c'est une belle ville. Moi je me sens bien ici. Mais bon, après, il y a des soucis. Des habitants qui espèrent désormais voir leur quotidien s'améliorer rapidement. Mais certains ont tout de même avancé leur désillusion. Ce sont encore des annonces de plus, m'ont-ils raconté. Certains ajoutent vouloir quitter le quartier sans attendre. Les habitants qui veulent quitter leur quartier à cause de cette violence parfois quotidienne. Le gouvernement, est-ce qu'il a vocation par ses ministres, par son Premier ministre, à répondre à ces attentes-là ?
Le fait que des personnes quittent des quartiers pour des questions de sécurité, c'est ce qu'avait dénoncé Christophe Guilluy dans La France périphérique. En fait, on a assisté à un mouvement qu'on voit à peu près depuis les années 80-90, avec des populations vivant dans les métropoles qui préfèrent vivre à 30-40 km d'une métropole pour avoir une forme de sérénité et ne pas vivre dans les métropoles où on croise beaucoup plus de gens pour éviter, d'une part, il y a une question du coût du loyer, mais ça, c'est pas le sujet, et la deuxième, c'est la question de la sécurité. Et en fait, c'est un mouvement qu'on voit depuis une trentaine d'années. Sur les points précis, et c'est à peu près la réponse que donnent les gens, en fait, au niveau local, le fait d'affecter des moyens de policiers supplémentaires, le fait de généraliser la forfaitisation, va permettre aux policiers, au moins à court terme, d'avoir à minima au moins l'apparence d'une action forte et concrète. Ça permettra au moins de sécuriser le quartier, de développer, et puis en plus il y aura un test de l'expérimentation des nouvelles compétences pour la municipale, donc les habitants verront une forme d'action concrète. Maintenant, il est aussi Premier ministre, en fait il doit avoir également une vision globale pour le pays. Il a réussi à résoudre à peu près les problèmes de Nice, en fait on verra, mais normalement avec 60 policiers supplémentaires du côté de la police nationale, plus les 90 de Christian Estrosi, ça pourrait suffire. Au niveau national, il faut beaucoup plus de moyens, mais en même temps, il faut plus de moyens partout. Ils doivent payer à peu près 100 milliards d'euros sur le plan de relance. Ils doivent augmenter les moyens à l'hôpital. Ils doivent aussi augmenter les moyens dans la police. Un gouvernement débordé, pour vous. C'est un gouvernement débordé. Et puis, ma théorie dessus, c'est qu'en fait, ils essayent de résoudre des problèmes structurels qui datent depuis les années 80. Globalement, ce qu'on voit depuis les années 80, c'est que l'État régalien, dans ses missions économiques, classiques, sécurité, justice, a maigri. Par contre, l'État social a grossi. Mais ce qu'on a vu pendant cette crise, c'est que l'État social qui grossit, notamment sur les volets dépenses de santé et sociales, ne fonctionne pas. On n'a pas réussi à combattre efficacement le virus, surtout quand on regarde nos résultats, notamment par rapport à l'Allemagne, parce qu'on a désindustrialisé le pays, etc. Mais pour revenir dessus, ils doivent répondre à ça immédiatement. Le problème, c'est que je ne vois pas comment ils peuvent faire tous les chantiers d'un coup, alors qu'il leur reste que 600 jours. Normalement, pour donner une idée aux téléspectateurs, s'ils veulent mener un projet de loi sur le séparatisme et sur une réforme de la justice, ça va leur durer au moins 350 jours à minima. Merci William, vous restez avec nous. On va s'intéresser justement à cette autre partie de l'actualité, cette reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Des tests de dépistage au Covid-19 vont être généralisés et obligatoires à partir du 1er août dans nos aéroports. Une liste de 16 pays a été établie. Les voyageurs en provenance de ces pays donc, devront passer ces tests. On retrouve sur place Laura Cambo à l'aéroport Charles de Gaulle. Comment se déroulent pour l'instant ces tests pour les voyageurs qui ont recours, Laura? Eh bien, écoutez, pour l'instant, nous nous trouvons dans un centre de dépistage où les tests ne sont pas encore obligatoires. Ils se font pour l'instant sur la base du volontariat. Mais cette mesure dont vous parliez, eh bien, elle sera appliquée au plus tard le 1er août, annonce le Premier ministre Castex. Eh bien, ça va se passer de la façon suivante. Les personnes qui viennent de ces pays dont vous parliez, eh bien, elles devront montrer patte blanche. Soit elles seront en possession d'un test récent au Covid-19 qui prouve qu'elles ne sont pas positives à ce test, soit elles devront se faire tester ici à l'aéroport Charles de Gaulle. Eh bien le même centre, regardez, eh bien, il va être installé d'ici le 1er août, nous vous le disions, derrière ces murs au niveau des douanes. Ce sera une formalité de santé. Ces personnes recevront les résultats sous 24 heures par mail ou sur leur téléphone portable. Et si jamais le résultat est positif, eh bien, elles devront respecter une période de quarantaine de 14 jours. Alors, qu'en pensent les Français présents sur place à l'aéroport? Nous sommes allés leur poser la question avec Léo Millancourt. Écoutez-le. Très bien, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément se faire tester. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Le but étant de maîtriser un maximum cette pandémie qui est mondiale. L'obligation du test est nécessaire. C'est très bien qu'ils aient mis ça en place, même si c'est un peu tardif, mais c'est impeccable. Les mesures prises sont maintenant, vont rentrer en vigueur bientôt, un peu tardivement c'est sûr, mais nécessaire pour protéger tout le monde. Ce dispositif est amené à monter en puissance d'ici le 1er août. Le Premier ministre espère que ce centre de dépistage pourra tester jusqu'à 3000 personnes venant de ces pays considérés comme à risque. Merci Laura Cambo avec Léo Millancourt. On continue à s'intéresser à cette pandémie à l'étranger cette fois. Cette pandémie, elle entraîne de nouvelles restrictions, de nouvelles mesures de sécurité. Parmi elles, eh bien, la suspension des visas pour certains étudiants étrangers aux États-Unis, particulièrement touchés par la pandémie, ou encore la fermeture des discothèques et des bars en Catalogne. Tour d'horizon avec Alexis Delacour.
En Catalogne, au nord-est de l'Espagne, le gouvernement régional a ordonné hier la fermeture des discothèques et bars de nuit suite à la recrudescence des cas de Covid-19 dans la région. Autre mesure des autorités, l'imposition d'un couvre-feu à minuit pour les restaurants et salles de jeu notamment. L'Angleterre rend obligatoire le port du masque dans les magasins et les supermarchés. Même mesure en Autriche, mais cette fois dans les banques et les bureaux de poste. Je pense que pour protéger la société et nous protéger nous-mêmes, nous devons simplement nous y tenir. Aux États-Unis, pays le plus endeuillé par la pandémie, la délivrance de visas est suspendue pour les étudiants étrangers qui suivent uniquement des cours en ligne. Un retournement de situation puisque le gouvernement avait un temps renoncé à la mesure suite aux critiques de plusieurs universités américaines. Au Japon enfin, les 10 millions d'habitants de Tokyo ont été invités à rester chez eux par les autorités locales en raison d'une nouvelle vague d'infections ces derniers jours. C'est la fin de cette édition. Restez bien avec nous sur CNews. À suivre, eh bien, nous reviendrons très largement sur ces mesures concrètes annoncées par Jean Castex, le Premier ministre, ce midi à Nice concernant la sécurité avec un renforcement notamment de la police locale à Nice. Restez bien avec nous. À tout de suite. 7 minutes de silence, il l'a redouté. Il ne pensait sans doute pas l'observer aussi vite. Mais le cancer en a décidé autrement. Éric de Cromière était un président aimé, respecté de tous. Alors joueurs et supporters n'avaient pas le cœur à entamer le deuil seul et isolé. Je les remercie beaucoup parce que je pensais que l'entraînement serait annulé. Et pour leur public, je pense, et puis pour Éric, ils l'ont fait. Et ça, c'est un beau geste de leur part. La séance de ce vendredi a été maintenue comme l'aurait sans doute voulu son président. Les joueurs, le staff, les supporters, chacun avait en tête une image, un mot, un sentiment à livrer sur un homme trop tôt disparu. C'était un peu notre pilier, donc aujourd'hui on est un peu orphelin et c'est compliqué. Très estimé au niveau des joueurs et c'était quelqu'un d'entier, qui avait du caractère, qui savait dire les choses, mais qui était humain, qui nous aimait profondément. Honnêtement, ce qu'il m'a dit, c'est dis-leur que je les aime tous et qu'on n'a que des bons mecs dans ce groupe. Donc c'est des choses qui sont dures à entendre quand on sait que c'est la fin. Les funérailles auront lieu ce samedi à 14h en la cathédrale de Clermont-Ferrand, où seules 400 personnes seront admises en raison des mesures sanitaires en vigueur. Alors la cérémonie sera retransmise en direct sur les écrans géants du stade Marcel Michelin, ouvert exceptionnellement aux supporters pour permettre au plus grand nombre de rendre un dernier hommage à Éric de Cromière. Merci d'être avec nous sur CNews. Bienvenue dans le carrefour de l'info. Si vous nous rejoignez, place à une nouvelle page d'actualité avec évidemment à la une cette visite de Jean Castex à Nice. Il est arrivé ce matin, le Premier ministre accompagné de Gérald Darmanin et de Éric Dupond-Moretti. Ils enchaînent les rendez-vous sur le thème de la sécurité. On va revenir sur cette journée dans un instant. Jean Castex qui a annoncé une série de mesures concrètes. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Le ton du Premier ministre était particulièrement volontaire. Il a notamment évoqué le renforcement de la police municipale à Nice. On va y revenir avec notre invité, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Et puis éclairage à suivre également avec Nicolas Vincent de Alliance Police Nationale des Alpes-Maritimes. Et puis dans l'actualité, évidemment, cette reprise de l'épidémie du Covid-19, des tests de dépistage sont d'ores et déjà mis en place dans les aéroports pour les voyageurs en provenance de 16 pays placés sur une liste rouge. Les tests ne sont pas encore obligatoires. Pour en parler, Olivier Bouchot, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Le Premier ministre Jean Castex qui a donc fait plusieurs annonces ce midi à Nice pour annoncer un renforcement des mesures de sécurité à la fois locales et nationales. Après plusieurs incidents, plusieurs violences cette semaine dans la ville, le message est clair, tolérance zéro face à l'insécurité. Il était accompagné des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Sibylle Delettre. C'est un message de fermeté que Jean Castex a martelé à Nice. La seule loi qui vaille, c'est celle de la loi républicaine et de l'état de droit. La sécurité est l'affaire de tous. Police et justice vont devoir travailler main dans la main. Dès la fin de l'année 2020, 150 emplois supplémentaires seront créés pour renforcer l'action pénale de proximité. La forfaitisation des délits de stupéfiants sera généralisée à la rentrée pour lutter contre les points de revente qui gangrènent les quartiers. Autre objectif, rendre la police plus visible. 10 000 postes seront créés d'ici 5 ans. Une promesse faite par Emmanuel Macron pendant sa campagne, réaffirmée par le Premier ministre à Nice.
Jean Castex a donc fait des annonces à portée nationale, mais il a aussi pris des mesures spécifiques à la ville. Avec l'affectation de 60 policiers qui seront déployés ici dans les semaines à venir. Des fonctionnaires qui auront droit à une indemnité de fidélisation s'ils restent plus de 2 ans en poste. Car la ville de Nice va servir de laboratoire. Nous allons rapidement engager une expérimentation sur l'extension des compétences de la police municipale. Une annonce saluée par le maire de la ville, Christian Estrosi. Il a annoncé le recrutement prochain de 80 policiers municipaux supplémentaires d'ici la fin de l'année. William Tell, président du think tank Le Millénaire, est toujours avec nous. Concernant le volet financier, on n'en a pas encore parlé avec vous, cette indemnité de fidélisation pour les fonctionnaires de police. Est-ce que c'est un geste fort, sachant qu'il y a eu de forts mouvements de grogne, de colère de la part des policiers ces derniers mois? On peut dire en tout cas que c'est un mouvement, c'est une annonce qui va plutôt dans le bon sens. Après, les problèmes structurels dans la police, on les a vus notamment par la crise des Gilets jaunes, sont beaucoup plus importants. Le non-paiement des heures supplémentaires, la question de la valorisation du statut, et la question aussi de l'intérêt pour le job. On a du mal aujourd'hui à recruter dans la police, parce que c'est un métier qui est très compliqué. Globalement, quand on est policier, et puis on l'a vu notamment dans certaines affaires et dans certaines manifestations, quand on pratique son métier normalement, on peut se faire accuser de violence policière. C'est un métier qui est très compliqué, mais c'est plutôt une mesure qui va dans le bon sens parce qu'elle permet notamment, si elle est généralisée dans certains quartiers, de pouvoir mettre des policiers, en tout cas de valoriser le fait qu'ils soient présents dans certains quartiers et mettre notamment des policiers éventuellement plus expérimentés plutôt que de mettre plutôt des plus jeunes en début de carrière dans les quartiers les plus difficiles. Donc ça va dans le bon sens, mais c'est un peu comme toutes ces annonces, ça doit être complété. Notamment, je pense aussi à la forfaitisation des délits. Il faut que ce soit associé à une autre mesure qui est aussi très importante, c'est la possibilité pour Bercy notamment, et pour la justice, de saisir l'amende sur les allocations sociales. Parce qu'en fait, il y avait un point, je ne sais plus qui a mis ça dans un tweet, on peut certes mettre une contravention sur le fait pour les usagers et pour les vendeurs de stupéfiants, mais il faut aussi que les personnes les paient, ces amendes-là. Et comment on le fait notamment ? On saisit soit des allocations sociales, soit des revenus de l'État. Et donc, il faut compléter ce dispositif. Mais globalement, les annonces de Castex et sa tonalité vont plutôt dans le bon sens. Mais ils doivent compléter ça sur ces mesures, ces 2 mesures précises. Et en plus, par 2 éléments au niveau national. Une grande loi sur le séparatisme qui est attendue. Et une grande réforme de la justice pour garantir l'effectivité et l'application des peines. La ville de Nice qui va servir de laboratoire, de test, est-ce que c'est un choix judicieux de ville ? La ville de Nice est intéressante parce que, politiquement c'est intéressant parce qu'en fait il s'adresse à Christian Estrosi qui est en gros la cible électorale d'Emmanuel Macron parce que c'est un maire Les Républicains. Mais c'est aussi intéressant parce que la ville de Nice a connu beaucoup de problèmes récemment et en fait ce qu'on observe nous au sein du think tank, c'est que globalement les problèmes de délinquance et surtout de délinquance en fait, sont en train de se concentrer notamment dans les grandes métropoles monde. En gros les 8 grandes métropoles, Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nice, enfin les 8 plus grandes villes. La difficulté pour ces grandes villes, c'est que pour assurer un nombre de moyens importants, ils sont obligés d'aller plus loin dans la décentralisation et d'en donner de plus en plus de moyens à ces mairies-là. Mais comme l'argent public n'est pas illimité, il faut qu'ils choisissent comment faire pour garantir le maintien de l'ordre dans les grandes métropoles, mais aussi répondre à la fracture territoriale qu'on voit depuis plusieurs années. Ce sont 2 défis qui sont un peu contradictoires, mais que le gouvernement essaye petit à petit de mettre en place en faisant des annonces plutôt locales, parce que je pense que pour l'instant, il reste surtout sur ce plan-là, sur le niveau plutôt local, parce que ça lui permet d'éviter d'avoir des mécontentements et de monter des inégalités dans certaines régions et dans certaines villes. Vous parlez de défis, on va continuer à en parler avec Nicolas Vincent du syndicat Alliance Police Nationale des Alpes-Maritimes qui est avec nous en direct. Bonjour. Que retenez-vous de ces mesures locales annoncées par Jean Castex? Est-ce qu'elles sont suffisantes à vos yeux? Écoutez, nous ce qu'on retient, c'est que c'est une première étape, comme je l'ai dit à vos confrères ce matin. Les annonces de Monsieur le Premier ministre, c'est bien pour Nice, mais il ne faut pas oublier qu'on a un département qui subit aussi une vague de violence et d'événementiel importante.
Donc mes collègues de l'ouest du département et de l'est avec Menton sont aussi concernés et on aimerait qu'ils soient concernés aussi par cette prime. Et en ce qui concerne l'annonce des 60 renforts de policiers, c'est une très bonne chose en espérant que ça permettra de relancer un petit peu la police niçoise et le mouvement, on va dire, de départ des policiers niçois vers d'autres départements un peu plus faciles à vivre. Est-ce que ce message envoyé par le gouvernement avec ce déplacement du Premier ministre, mais aussi du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, est-ce que c'est un message suffisamment fort pour vous? Est-ce que ce message de tolérance zéro, vous le prenez à cœur? Oui, effectivement, on le prend à cœur dans le sens où c'est, on va dire, très récent qu'un ministre de l'Intérieur se déplace 3 fois sur une même circonscription et qui plus est accompagné du ministre de la Justice et du Premier ministre. Donc effectivement, mes collègues le ressentent comme un soutien, ce qu'on n'avait pas avec son prédécesseur. Et cet effet d'annonce aujourd'hui de Monsieur le Premier ministre a fait que mes collègues, on va dire, ont repris un peu de baume au cœur pour reprendre leur travail. Mais en tant que syndicaliste, on n'est pas satisfait à part entière de ces mesures et on espère avoir plus dans les semaines, voire dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous attendez comme autres mesures concrètes? Parce que là, ce sont des mesures concrètes qu'a annoncé Jean Castex. Tout à fait. En ce qui concerne, nous, le syndicat Alliance Police Nationale, on s'occupe de tout un département. Donc, comme je vous ai dit, on aimerait que cette mesure d'effectifs et d'affectation pérenne soit effective dans tout le département et dans toutes les circonscriptions qui sont aussi en mal de fonctionnaires. Et que cette prime de fidélisation, qui est un bon début pour la ville de Nice et pour les agents niçois, soit étendue à tout le département, puisque, comme je vous l'ai dit, on subit une vague de violence et d'événementiel dans tout le département. Nicolas Vincent, vous restez avec nous. On continue à s'intéresser à cette visite donc, de Jean Castex à Nice. Je voudrais d'abord qu'on écoute le maire de la ville, Christian Estrosi, qui s'est dit satisfait après ces annonces. Je ne suis pas habitué à tresser des compliments au gouvernement en matière de sécurité. Ça fait des années que ceux-ci ont baissé les bras. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a entendu un Premier ministre entouré d'un garde des Sceaux, d'un ministre de l'Intérieur, avoir des mots courageux, offensifs. Je dois dire que ça fait des années que j'attends un tel discours, mais aussi des actes qui sont concrets avec un calendrier précis. Aujourd'hui, je l'ai. Je remercie donc naturellement, de manière très républicaine, le Premier ministre et le Président de la République qui m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il serait attentif à ce qu'il y ait des mesures fortes, et elles le sont. Attentif, Nicolas Vincent, j'imagine que vous le serez également dans les prochaines semaines. On rappelle qu'avec certains collègues policiers, notamment depuis le mois de juin, il y avait un véritable ras-le-bol de la part des forces de l'ordre, avec notamment un dépôt de menottes qui avait eu lieu place Masséna. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui concernant le gouvernement et concernant les attentes et les prochaines mesures qui vont être mises en place? Écoutez, mes collègues niçois, je les ai régulièrement, soit par téléphone, soit directement avec eux sur le terrain. Donc, ils satisfont de cette mesure annoncée. Mais voilà, effectivement, on va laisser les semaines passer. On va voir les renforts d'effectifs qui arrivent, on espère, très rapidement. On espère qu'ils ne seront pas noyés dans la masse du mouvement général qu'on vient d'avoir avec une perte sèche de 40 effectifs sur Nice. Donc on va juste combler les effectifs actuels, tout du moins le chiffre de référence que l'on a sur Nice. Et on verra dans les mois qui suivent, voire dans les années qui suivent, s'il n'y a pas une fuite des policiers vers d'autres départements et que cette mesure est bien respectée. Pour revenir sur ces mesures et concernant la généralisation de l'amende forfaitaire à 200 € qui concerne donc l'usage de stupéfiants, les usagers de stupéfiants, est-ce que pour vous elle est suffisamment efficace cette mesure? Est-ce qu'elle va être appliquée de façon efficace? Écoutez, on l'espère tous, et mes collègues policiers qui travaillent en procédure judiciaire, on sait la difficulté à travailler actuellement dans des services judiciaires et faire de la procédure avec la procédure pénale qui est alourdie. C'est pour ça que j'ai interpellé aussi le garde des Sceaux aujourd'hui
pour lui demander de voir un peu comment rectifier, tout du moins alléger cette procédure pénale. Mais en tout cas, mes collègues qui travaillent dans les bureaux et qui travaillent sur le STUP prennent cette annonce aussi particulièrement bien, dans le sens où ça va peut-être permettre de libérer pour avoir de meilleures affaires et tout du moins de libérer des fonctionnaires qui sont pris à traiter des trafics de stupes, enfin, tout du moins des consommations de stupes très peu significatives et qui ont du temps perdu pour traiter des plus grosses affaires. William Thay, cette articulation dont parle Nicolas Vincent entre le volet judiciaire, le volet d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et avec le ministère de Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, elle est très importante, cette jonction? C'est le plus important parce qu'en fait, les policiers, globalement, font un bon travail. Et ce qui est reproché notamment au gouvernement et à l'État depuis plusieurs années, c'est que les policiers attrapent les délinquants, mais ils sont libérés immédiatement ou très peu de temps après. Et donc, ils pensent qu'en fait, leur boulot ne sert à rien. Et c'est en soi, plus qu'au-delà des questions matérielles, de moyens, de renouvellement d'équipements et parfois de salaire, c'est aussi une question de sens. Ils se disent que globalement, ils passent beaucoup de temps, ils prennent beaucoup de risques pour avoir très peu de résultats. Le volet régalien, notamment sur le volet ministère de l'Intérieur, est plutôt bien tenu pour l'instant par Jean Castex. Le volet avec Dupond-Moretti pose plusieurs questions parce que Dupond-Moretti est plutôt des positions plutôt de gauche en fait. Ce qui est en train de mettre en place Castex et Emmanuel Macron, c'est une forme de duo Valls-Taubira qu'on a connu sous les années Hollande. Maintenant, est-ce que Dupond-Moretti va avoir un volet qui est beaucoup plus répressif sur la justice? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments dessus. Il faut qu'il garantisse notamment l'effectivité des peines et qu'il revienne sur plusieurs mesures, comme le fait de ne pas appliquer les peines pour ceux qui ont condamné à moins de 2 ans. Ça permet, et donc, du coup, de la construction de 16 000 places de prison supplémentaires. Ce sont les volets les plus importants sur la politique pénale. Ensuite, sur ce que monsieur a dit, il y a aussi un autre volet, notamment dans les grandes villes. C'est la question de la sécurisation dans les transports publics et dans les voies publiques, et notamment pour les femmes. C'est un volet qui doit être très important. On le voit notamment avec des cas réguliers sur ce qui se passe à Paris, à Port-de-la-Chapelle, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Et il faut non seulement que Jean Castex s'occupe de la ville de Nice, mais aussi sur ces questions-là de toutes les grandes métropoles. Nicolas Vincent, vous avez entendu William Thay parler de ce chapitre judiciaire avec Éric Dupond-Moretti, qui aura fort à faire. Est-ce que ça vous inquiète, cette mise en place de ces mesures entre les différents ministères, entre les différents ministres ? Non, ça ne nous inquiète pas. Nous, ce qu'on recherche, c'est une certaine fluidité dans les dossiers. Moi, pour faire le tour du département, et en l'occurrence de Nice, je vois des collègues qui sont submergés par des dossiers. J'ai entendu le Premier ministre faire une annonce de 150 postes supplémentaires au niveau de la justice pour traiter justement ces contraventions et délits de proximité. J'espère que ça va aider la police à se libérer de tâches que l'on doit faire, parce qu'on est républicain, mais qui nous prennent du temps, qui sont chronophages et qui permettront peut-être d'accélérer les choses et de façon à travailler sur des dossiers plus importants, comme on peut le voir depuis quelques semaines, voire quelques mois, comme de la criminalité organisée ou du trafic de stupes important. Merci beaucoup Nicolas Vincent d'avoir répondu à nos questions. William Thay, merci également à vous. Je vous libère pour ensuite s'intéresser maintenant à cet autre volet de l'actualité marqué par la reprise de cette épidémie de Covid-19 sur notre sol.